Peut-être avez-vous vu passer cet article dans le journal 20 minutes, dont le titre disait « Souriez, vos émotions sont détectées par une intelligence artificielle ». Nous y apprenons qu'une start-up nommée Angus.ai développerait un algorithme capable de reconnaître les émotions qui se trouvent sur nos visages. Les utilités seraient diverses, mais pourraient varier d'un simple outil marketing, voir quel produit attire le plus l'attention des patients, ou alors serait utilisé dans la sécurité, notamment repérer les comportements suspects dans les gares ou les aéroports. Bien sûr, cette nouvelle soulève énormément de problèmes éthiques, notamment au niveau de la protection des données. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Nous allons voir si un algorithme est réellement capable de reconnaître nos émotions, et pour ça, est-ce que les émotions se reflètent vraiment sur nos visages? A tout de suite, juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neurovision. Si ma chaîne et mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu. En intro, je vous parlais des inquiétudes autour d'intelligence artificielle qui serait capable de reconnaître nos émotions. En lien avec cette avancée technologique, un article publié dans le journal Nature le 26 février 2020 faisait le point. Il se nomme « Pourquoi les visages ne disent pas toujours la vérité au sujet des émotions ?» Avant de savoir si des robots peuvent lire les émotions sur nos visages, il faudrait prouver que nous en sommes nous-mêmes capables. Pour ceci, faisons ensemble un petit tour dans le domaine des expressions faciales. C'est mieux. Il n'y a pas eu besoin d'attendre l'apparition des intelligences artificielles pour s'intéresser aux émotions et à leur expression. Duchesne de Bologne avait à l'époque cartographié les muscles du visage. Pour ceci, il utilisait une technique un petit peu particulière qui consistait à stimuler électriquement les muscles et voir les réactions sur le visage. Rassurant, n'est-ce pas? Cependant, le premier à réellement s'intéresser à l'expression faciale des émotions est Paul Ekman. Il s'est inspiré aux travaux sur l'évolution de Charles Darwin et s'est demandé si c'est aussi applicable aux émotions. Son hypothèse est que les expressions faciales sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes pour tous, peu importe le lieu et la culture. Pour ce faire, il a comparé des expressions faciales venues de cultures d'Est, d'Ouest, vous remarquerez mes images très clichés d'ailleurs, et d'un peuple pré-littéraire de Nouvelle-Guinée. Prendre ce peuple de Nouvelle-Guyane comme groupe expérimental permettait de vérifier que la mondialisation ne jouait pas un rôle dans tout ça. Cette étude nous a appris deux choses. Dans un premier temps, chaque individu, peu importe sa culture, a la même expression faciale pour la même émotion. Ensuite, chaque individu, peu importe sa culture, est capable de reconnaître une émotion. Les visages sont identifiés correctement. Ekman est donc le premier à parler d'universalité des émotions et de leur expression. Selon lui, elles se déclenchent dans les mêmes situations et sont compréhensibles par tous. En effet, pouvoir comprendre les émotions des autres et se faire comprendre est un atout évolutif fort. Par exemple, si un proche meurt, de manière automatique et sans qu'on puisse le contrôler, nous aurons un sentiment de tristesse et des larmes qui vont commencer à couler. Sauf si c'est ton oncle gênant qui te demande pourquoi tu es encore célibataire. Là, c'est carrément compréhensible. Notre psychologue va donc identifier 6 émotions de base avec chacune une expression spécifique. La joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise. And the Oscar goes to... Laure Weiss. Black Swan. Il va aussi travailler sur ce qu'il va appeler les indices de tromperie ou deception clause. Ce sont des indices qui vont nous permettre de reconnaître lorsque la personne a réellement l'émotion
ou qu'elle fait semblant. Par exemple, la différence entre un vrai sourire ou un faux sourire se situe principalement dans le regard. Et nous sommes généralement tous capables de faire la différence. Ou encore, un sourire asymétrique sera généralement considéré comme faux. Comme souvent en psychologie, c'est une théorie qui ne fait pas consensus. Les choses pourraient être beaucoup plus compliquées. Par exemple, on peut citer cette étude réalisée en Malaisie. Sur la photo, vous et moi interprétons l'émotion comme étant de la peur. Cependant, c'est un groupe malaisien, il voyait plutôt de la colère ou la menace d'une attaque. Les expressions faciales pourraient ne pas être aussi universelles qu'on le croit. Ou plus simplement, comparer la représentation des émotions dans les cultures orientales et occidentales. Les personnes à l'ouest du globe ont tendance à se baser sur la bouche, tandis que les personnes à l'est regardent plutôt les yeux ou les sourcils. Les deux tendances se reflètent d'ailleurs assez bien dans les émoticônes ou emojis. Je sais plus ce que vous dites les jeunes en fait. Dans les sociétés occidentales, c'est la bouche qui prime, tandis que les yeux ne changent pas. En Orient, c'est l'inverse. La bouche ne change pas, mais les yeux varient d'un visage à l'autre. Pour en finir avec Paul Ekman, malgré les controverses autour de ses observations, il a développé le programme SPOT pour la Transportation Security Administration. Cet accent anglais. Le but de ce programme est de repérer les comportements de terroristes grâce à leurs expressions faciales, ou plus exactement les micro-expressions, comme le haussement de sourcils. La méthode est dénoncée par de nombreux chercheurs et est notamment accusée de biais racial. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet, mais je peux vous renvoyer à cet article qui se trouve en description si vous voulez en savoir plus. Mais le plus grand obstacle à la reconnaissance des visages ne se trouve pas dans ce que je viens de vous expliquer. Pour l'illustrer, je vais vous mettre dans la peau de sujets d'expérience. Sur les visages que je vais vous montrer, essayez de deviner l'émotion. Maintenant, au lieu de se baser uniquement sur les visages, on va regarder la scène en entier. C'est tout de suite moins ambigu, hein. En effet, on ne se base pas uniquement sur les visages pour faire une conclusion, mais sur la scène en entier. Ceci a été démontré de plusieurs manières. Une étude publiée dans le journal Science s'était intéressée à la question et y a répondu grâce à des photos de tennisman. La psychologie est partout. Les sujets observaient un joueur ou une joueuse et devaient deviner si le point avait été gagné ou perdu. L'intérêt de l'étude était de voir si le reste du corps jouait aussi un rôle. En rouge sur l'image, ce sont les points perdus. Ceux en vert sont les points gagnés. Maintenant, regardons les mêmes visages, mais photoshopés sur des corps différents. Tout comme vous, les sujets de l'expérience sont tombés dans le panneau. Ceci prouve que les visages ne sont pas la seule source d'information, mais que le reste du corps est tout aussi important. Pour aller plus loin, le contexte de la scène nous renseigne également. Le même visage sera interprété différemment, dépend de ce qu'il y a autour. Ici, les sujets devaient identifier l'émotion et on peut voir que certaines sont trompeuses. La tristesse est souvent confondue avec de la peur et le dégoût avec de la fierté. Wild man. Le dernier point soulevé par l'article de Nature repose sur ce qu'on appelle les émotions mixtes. Une hypothèse soulevée serait que l'émotion serait un processus dynamique. Il n'y aurait pas un pattern fixe comme décrit par Ekman, mais un processus par étapes. Ainsi, nous ne devrions pas réfléchir comme une simple expression joie égale visage de joie, mais comme une addition de composantes. Sur l'animation, vous pouvez voir que la colère et l'orgasme partagent des composantes communes, ce qui aurait de quoi perturber nos amis les robots. Selon mes analyses, cet homme est soit en train de planifier une attaque terroriste, soit en train de vraiment prendre son pied. Petit coquin. Ce champ de recherche en est encore assez balbutiement, mais offre de nouvelles perspectives dans notre façon de considérer les émotions. Conclusion. En conclusion, il serait très facile de pouvoir tromper l'ordinateur en simulant des émotions. Tout comme les détecteurs de mensonges n'ont offert des résultats que très peu satisfaisants, la détection informatique des émotions a encore de beaux défis devant elle. De plus, nous ne sommes nous-mêmes pas si bons pour détecter les émotions, alors apprendre à une machine à les reconnaître grâce à des hypothèses qui ne font pas consensus, ça n'apporte pas vraiment confiance. Personnellement, je trouve que les émotions en psychologie sont un sujet fascinant et très peu exploré. L'affectif est le grand oublié, notamment à cause de certains auteurs comme Freud
qui considéraient que les émotions étaient inutiles ou alors envahissantes. Aujourd'hui, la recherche est en pleine expansion et probablement qu'à l'avenir, nous aurons de nouvelles théories et de nouvelles visions de nos émotions. Tellement de vidéos possibles à faire sur ce sujet. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup à celles et ceux qui regardent et partagent mes vidéos. Je ne le dirai jamais assez, mais le meilleur moyen de m'aider, c'est vraiment de montrer les vidéos à d'autres personnes pour que le bouche-oreille se fasse. Encore une fois, si vous aimez mon travail, ou si vous m'aimez moi, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo, laissez un pouce bleu et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo ou bien dans les commentaires.